dans le programme de première spécialité SVT. Alors dans ce cours, on va avoir 3 problèmes. 1. Qu'est-ce qu'une zone de collision? Deuxièmement, comment étudier une zone de collision? Quelles sont les méthodes d'étude? Et puis troisièmement, quels sont les enseignements de ces méthodes d'étude, c'est-à-dire comment est structurée une zone de collision. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone de collision? Une zone de collision, d'abord, dans l'historique, ça fait suite à une zone de subduction. On a étudié précédemment les divergences avec les dorsales. On a étudié les convergences sous la forme de subduction océanique, où on voit qu'une plaque océanique va s'enfoncer dans les profondeurs. Puis finalement, quand on regarde cette figure de subduction océanique, la suite logique de l'histoire, une fois que la plaque océanique, sous l'effet de sa forte densité, aura fini de s'enfoncer dans les profondeurs, elle aura de fait rapproché les deux bords de cet océan, c'est-à-dire qu'elle aura rapproché deux plaques continentales différentes qui vont rentrer en collision justement. Et donc la collision, il s'agit de l'affrontement de deux plaques de nature continentale dans une zone de convergence. Alors comment étudier ces zones de collision? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est les observations en surface, et la deuxième méthode, c'est la sismique réflexion. On commence par la première. La surface, on peut tout bêtement aller dans ces régions-là et les observer, on va tout de suite voir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la surface, on peut aussi l'étudier avec intérêt par des méthodes satellites. On a aussi une deuxième méthode qui s'appelle la sismique réflexion et qui va, elle, nous permettre de savoir ce qu'il y a dessous. Alors la sismique réflexion, ça mérite qu'on s'y arrête. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'utiliser les ondes sismiques, mais cette fois de façon provoquée, c'est-à-dire qu'on va sur place avec des camions qui tapent par terre, ils envoient des ondes, ça crée des ondes sismiques, des petites ondes en fait, des vibrations dans les roches, et puis on place des capteurs géophysiques, donc des capteurs sismiques un petit peu régulièrement, qui vont recevoir les ondes qui auront traversé les roches. Alors en fait, les ondes sismiques, comme vous le savez, vont rebondir sur ce qu'on appelle des réflecteurs. Alors les réflecteurs, c'est souvent des failles, des changements de milieu, et donc du coup, à certains endroits, les ondes sismiques rebondissent avant de remonter en surface. Et on reconstitue une image, qui est ici une image de sismique réflexion, dans laquelle est indiqué en noir les réflecteurs. C'est-à-dire qu'en noir, c'est les zones où les ondes rebondissent. Et alors, après, c'est un métier, mais il y a des gens qui arrivent à interpréter ces figures pour détecter la présence de grandes failles et essayer d'identifier des blocs. Donc, j'avoue qu'en tant qu'étudiant, j'ai toujours été un peu circonspect sur certaines interprétations, mais enfin voilà, on voit quand même des choses, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Voilà, il y a des gens qui sont capables de faire des schémas comme ça à partir de ce type de figure. Bon, voilà, ça nous permet de savoir quand même ce qui se passe en profondeur. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on a appris grâce à ces études de surface comme de profondeur sur comment sont structurées les zones de collision, comment elles fonctionnent. Tout d'abord, la première chose qu'on constate en allant sur place, c'est que zone de collision continentale rime avec montagne. Donc on voit déjà très clairement que c'est une zone d'épaississement crustal, où on a une croûte, une lithosphère très épaisse, et ça se voit en surface. On voit aussi que s'il y a ces épaississements, d'un point de vue cartographique, ici vous avez l'Italie, les Alpes, le reste de l'Europe, la Suisse, la France, vous voyez très bien que cet épaississement est lié, il y a un peu comme une sorte de bouchon, c'est-à-dire qu'en fait il y a un raccourcissement de la région, l'Italie remonte et poinçonne, rentre dans le reste de l'Europe, et ça provoque ces chaînes de montagnes. Donc déjà, rien qu'à cette observation-là, on voit bien deux notions importantes, le raccourcissement de la région et l'épaississement de la région. Quand on regarde un petit peu plus en détail, cet épaississement se manifeste de trois façons. La première, c'est les plis. Donc vous voyez que les roches, qui à la base sont évidemment extrêmement dures, sous l'effet des contraintes de raccourcissement, vont gagner en épaisseur par la formation de plis. Donc vous voyez ici un petit zoom, vous voyez le plissement de ces roches. Alors les plis, classiquement, il y a un petit vocabulaire. Cette partie ici, on appelle ça l'anticlinal, et puis la partie ici, on appelle ça le synclinal. C'est la partie anticlinale du pli, et là c'est la partie synclinale du pli. Alors je suis désolé, mais il y a une façon de s'en rappeler qui consiste à se dire que l'essaim ça pend, et donc du coup c'est tourné comme ça. Voilà, je suis désolé, mais grâce à ça, on s'en rappelle. Donc vous avez ici l'anticlinal, la partie anticlinale du pli, et ici la partie synclinale du pli. Deuxième type de figure qu'on observe dans les chaînes de montagnes de collision continentale, c'est ce qu'on appelle des failles inverses. Vous voyez ici dans cette falaise un paysage marqué par cette discontinuité dans la falaise, ici. C'est une faille, et en fait on a donc deux blocs qui coulissent l'un par rapport à l'autre. Donc le bloc ici a coulissé par rapport au bloc ici, et en l'occurrence si on regarde un petit peu, on observe ici cette grande couche géologique qui est assez facilement repérable, qu'on retrouve ici en fait, avec la même épaisseur. Donc en réalité c'est ce bloc qui est monté sur celui-là,
Et quand on a cette disposition-là, c'est ce qu'on appelle une faille inverse, donc le bloc B est monté sur le bloc A, et on retrouve les deux éléments que j'ai mis en avant tout à l'heure, à savoir un raccourcissement de la région et un épaississement par empilement de B sur A. Ce type de faille s'appelle une faille inverse. On retrouve, pour mémoire, des failles qui fonctionnent complètement différemment, qu'on appelle des failles normales, et qu'on retrouve dans les zones de divergence. Donc là, on a bien des failles inverses, en plus des plis, qui montrent encore une fois le raccourcissement et l'épaississement de la région. Troisième type de figure, c'est une continuation de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les failles, à savoir que ces failles, lorsqu'elles jouent non pas sur quelques centaines de mètres ou quelques mètres, comme on vient de le voir, mais sur des kilomètres, et sur des grandes quantités de roches, eh bien, on a des immenses failles qui finissent par être quasiment plates en réalité, qu'on appelle des nappes de charriage, enfin qu'on appelle des chevauchements, et ces chevauchements délimitent des blocs qui cette fois vont s'appeler des nappes de charriage. Alors les nappes de charriage, ben, finalement c'est des énormes quantités écailles de croûte terrestre qui vont se déplacer et s'installer sur l'autre. Donc là cette fois les deux blocs, les deux nappes de charriage, on va appeler celle qui progresse, on va l'appeler le matériel alloctone, on dit que ça vient d'ailleurs, ça progresse, et puis le matériel autochtone, c'est celui qu'on considère qui d'un point de vue relatif serait resté sur place. Et donc, bien sûr, ces nappes de charriage provoquent un empilement, un épaississement, un raccourcissement de la région, enfin sont provoquées par un raccourcissement de la région, et elles sont aussi soumises à l'érosion, ce qui fait des petites figures annexes comme les clips ou les fenêtres, à savoir que cette nappe grise était venue sans doute plus loin, enfin c'est certain, et l'érosion a dégagé une partie du terrain, ce qui fait qu'on a des endroits comme ça, de nappes alloctones isolées, qu'on appelle des clips, et puis inversement, quand la nappe alloctone est entre guillemets percée, on peut voir à travers le matériel autochtone. Donc c'est quand même bien à prendre en compte pour les géologues, pour pas s'en mêler les pinceaux, entre les matériaux du haut et du bas, qui sont clairement des matériaux empilés, qui n'étaient pas comme ça au début. Donc finalement, pli, faille inverse, nappe de charriage, sont trois figures typiques des collisions continentales. Je vous ai parlé un petit peu des Alpes. Bon, si je vous parle d'une autre collision, la plus grande actuellement en cours, qui est la collision de l'Inde contre l'Eurasie, à ce moment-là, c'est intéressant quand même de remarquer que cette collision continentale, où on a la plaque indienne qui va rentrer dans la plaque eurasienne, cette collision s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrément. Donc les frontières de plaques, autant en divergence des dorsales ou en subduction, sont assez nettes, autant il faut bien retenir que les frontières de plaques en collision se font sur une grande largeur, puisqu'il y a une déformation sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Alors maintenant, qu'est-ce que la sismic réflexion nous enseigne sur les profondeurs? En profondeur, on voit bien ces nappes de charriage, ces failles, on retrouve donc ces figures qui sont présentes en profondeur et qui ont leur logique en surface, donc pas de problème. Ceci dit, sur une collision comme celle de l'Himalaya, et c'est pour ça que je vous en parlais, on observe quelque chose d'intéressant, qui est très net ici, même si c'est un peu moins net dans les Alpes, c'est-à-dire que la partie supérieure de la lithosphère, elle est clairement affectée par les plis, les failles inverses, les nappes de charriage, telles que je vous les ai décrites. Par contre, la partie inférieure de la lithosphère, elle, on voit qu'en fait on a une lithosphère, en l'occurrence là c'est la lithosphère indienne, qui passe sous l'autre lithosphère. Et pour cette raison, il arrive qu'on parle de subduction continentale. Pourquoi subduction? Parce qu'il y a un truc qui passe sous l'autre. La différence entre la subduction continentale et la subduction océanique, la différence fondamentale, c'est que la subduction continentale d'abord ne concerne que la partie inférieure de la lithosphère. La partie supérieure, je vous rappelle qu'elle subit des plis, des failles inverses et des nappes de charriage. Mais en plus, cette subduction continentale, la plaque qui passe dessous, elle ne va pas plonger. C'est-à-dire qu'elle a de toute façon une densité de croûte océanique, de matériel océanique, continental, et donc une densité faible. Donc il n'y a absolument pas de raison pour que ça plonge dans la sténosphère. Donc dans la subduction continentale, le matériel va rester en surface et va donc venir épaissir par le dessous la lithosphère continentale. Voilà, je vous ai tout expliqué, je vous remercie de votre attention.